Gaël, si quelqu'un tombe sur cet épisode, par hasard, que voudrais-tu lui dire pour qu'il ou elle reste à nous écouter? Bon, déjà que cet épisode, il va concerner les hommes et les femmes, pas seulement les femmes. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'on va voir ensemble comment on peut faire pour utiliser à notre service et en positif toutes les accélérations et les décélérations de la vie. Ok. C'est ton grand message? C'est ce qui aujourd'hui te porte un petit peu, te fait avancer dans la vie? Ouais, mon grand message, c'est qu'on se rende compte que tout est cyclique, en fait, que le vivant est cyclique et on a voulu peut-être nous présenter autre chose dans la façon dont on a été éduqué. On a voulu gommer cette cyclicité et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on la réintègre dans nos vies, mais à notre service et pas comme quelque chose qu'il faut subir. Ok, super intéressant. Donc, tu as créé Kiffe ton cycle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, j'ai commencé par travailler dans l'événementiel et puis ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans la banque, donc un parcours classique, on va dire, de carrière assez fulgurante qui a bien fonctionné dans la banque. Et puis, j'ai eu des difficultés à avoir ma fille et quand elle est arrivée, je me suis dit non, je peux plus rester autant d'heures au travail par semaine que ce que je faisais avant, puisque j'avais un poste d'envergure nationale. J'étais tout à la fin responsable de l'animation commerciale du marché des particuliers pour toute la France. Donc c'était un poste qui me demandait énormément de déplacements. Et donc là, j'ai choisi de m'arrêter, de faire une pause pour m'occuper de ma fille. Et j'ai voulu commencer à travailler pour accompagner les femmes sur le leadership. Tu vois, c'était assez général. À la base, c'était de me dire, finalement, moi, j'ai réussi à faire carrière, pourquoi je pourrais pas faire en sorte d'aider les femmes à pouvoir, elles aussi, se réaliser. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la question de la cyclicité revenait quand même régulièrement. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai eu du mal à avoir un enfant. Et donc, j'ai creusé le sujet pour comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que la compréhension du cycle menstruel, notamment, est le dernier plafond de verre qui n'a pas encore été repéré au-dessus de la tête des femmes. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais celui-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il n'avait pas du tout été repéré. Et donc, je me suis dit, allez go, on se lance et on va pour évangéliser sur les connaissances sur le cycle menstruel. C'est vrai, moi ça me donne une réflexion, c'est vrai. Moi j'avais une sœur dans la fratrie, donc je savais à peu près ce que c'était que des cycles, mais c'est vrai que au niveau professionnel, c'est pas forcément un truc auquel on va penser tous les jours quand on est un homme, par exemple. Mais même quand on est une femme. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans la banque avec une ignorance totale du fait que j'étais cyclique. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision du management, parce qu'ici on parle plutôt management et entrepreneuriat, et aussi peut-être nous dire un peu ton expérience du management, ton expérience personnelle, c'est-à-dire comment ça s'est passé pour toi le management, à la fois en tant que manager et peut-être ensuite en tant que manager. Alors, mon expérience du management, j'aurais déjà envie de dire, quand tu me dis qu'est-ce que c'est pour toi le management, j'ai envie de dire ça part de soi déjà. Commencer par se comprendre, se connaître, être honnête avec moi sur comment mes petits personnages viennent jouer un jeu et comment je fonctionne vis-à-vis des autres pour pouvoir être la plus claire possible quand je vais interagir avec les personnes que je vais manager. Mon expérience sur le management, je dirais qu'elle a été plutôt positive dans ma vie de manager, puisque j'ai eu des managers mentors qui m'ont énormément porté et pour lesquels j'ai encore une très grande gratitude aujourd'hui parce qu'ils ont été là. Ils m'ont montré la voie. C'était des mélanges que je trouvais assez extraordinaires d'un cadre très sécurisant mais très clair. On ne dépasse pas le cadre, sinon ça va mal se passer. Et en même temps, beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire je gagnais en autonomie systématiquement au fur et à mesure. Et donc, ces personnes-là, encore aujourd'hui, je dirais qu'elles ont mis une pierre très importante dans ma vie. C'est des personnes qui ont cru en moi avant que je croie en moi. Okay. Ça aussi. C'est vraiment l'image que j'ai de tous les managers que j'ai pu avoir. Et puis, quand je suis devenue moi-même manager, j'ai tenté de faire la même chose avec les collaborateurs et les collaboratrices que j'ai accompagnés du mieux que j'ai pu. En me rendant compte de toutes les erreurs que je faisais aussi. C'est aussi ça être manager, c'est de se prendre dans la figure quelque part l'effet miroir et les erreurs qu'on fait. Mais voilà ce qui est pour moi le management, quoi. Ok. Et au niveau de ton expérience, toi, personnelle, t'as parlé d'un truc qui est important, c'est que pour moi, il y a un truc qui est crucial dans le management, c'est l'histoire de confiance.
Quand tu dis, c'est quelqu'un qui a cru en moi avant que je croie en moi, souvent ça se passe comme ça. Si ton manager croit en toi, eh bien, ça te donne c'est ça qui est beau avec la confiance, c'est que c'est quelque chose qui se transmet finalement assez quand c'est évidemment vraiment pensé, c'est-à-dire quand c'est vraiment c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc ensuite, toi, tu as été manager et donc tu as déjà géré des équipes. Ouais, j'ai géré des équipes en tant que salariée, puisque j'ai été directrice d'agence bancaire, par exemple, mais j'ai eu aussi des équipes au niveau du siège. Donc oui, j'ai managé des équipes, mais en tant que salariée, donc en étant quelque part au milieu d'un millefeuille. Oui. Tu vois, j'avais des personnes au-dessus de moi, et puis les personnes qui étaient en dessous de moi dans l'équipe, en dessous dans la géographie, bien sûr, de l'organigramme, hein, pas. Et donc oui, j'ai géré dans ce cadre-là, et puis ensuite j'ai géré une équipe dans le cadre de ma propre entreprise, ce qui est très très différent, vraiment. C'est quoi la différence justement? C'est intéressant. Il y avait une forme de légitimité, je dirais, dans le management à l'intérieur d'une entreprise où on m'avait quelque part donné la casquette de manager. Il y avait des attendus, il y avait des choses où moi-même j'étais managée dessus, donc de toute manière je devais les ramener en cascade et à moi de le faire le mieux possible. Mais je dirais que le cadre, il n'émanait pas que de moi. Et donc quelque part il y avait quelque chose de beaucoup plus confortable, en tout cas pour moi. Je me sentais bien meilleure manageuse quand j'étais dans le cadre d'une structure que quand je suis devenue manageuse de ma propre entreprise. Ouais, en fait il y a l'effet il y a des gens au-dessus de moi qui décident, et donc parfois oui je vais vous demander de faire des choses, mais c'est pas moi qui les ai décidées, donc on garde notre relation, etc. C'est vrai, quand il y a plus d'étage au-dessus, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu manages encore des salariés? Et non, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de salariés dans l'entreprise. Je travaille avec des freelances, mais du coup, je les manage pas. Et c'est une grande différence pour moi. Ok, on va peut-être en reparler parce que c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'il y a un événement, une conversation, quelque chose qui a profondément changé ta manière de voir, en fait, ta manière de manager les autres? Ou un événement, tu vois, quelque chose de... Ouais, il y a eu un événement radical, on va dire, qui est arrivé il y a un peu plus de 2 ans dans mon entreprise, puisque j'ai décidé du jour au lendemain, quasiment, de licencier l'intégralité de l'équipe. Donc, il y avait 8 personnes dans l'entreprise. En fait, pas complètement l'intégralité, puisqu'il y a la collaboratrice qui était en alternance à qui j'ai fait terminer son contrat, mais tout le reste de l'équipe a été licencié directement. D'accord. Ok, ouais, ça a été dur. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, ou c'est un sujet que tu veux bien aborder, ou... Bien sûr, oui, j'ai aucun tabou sur ce sujet-là, et je pense qu'au contraire, c'est intéressant d'en parler à plein de niveaux, que ce soit au niveau managérial ou au niveau entrepreneurial. Ce qui s'est passé, c'est un effet assez classique dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. J'ai augmenté les charges les charges salariales notamment, c'était les principales charges de l'entreprise, et le chiffre d'affaires n'a pas suivi en termes d'augmentation. En tout cas, on n'est pas allé sur les chiffres escomptés, et donc on est arrivé à un moment où il y a eu un croisement des lignes entre le chiffre d'affaires et les charges, et donc on perdait chaque mois de l'argent. Et comme j'ai quand même mon passé de banquière, j'avais la vision de dans combien de temps... Oui, tu voyais à peu près où ça allait plus marcher. Ouais, je voyais même très exactement où ça allait. Et donc, il y a eu une dernière grosse opération sur laquelle, entre guillemets, on a tenté de se refaire, on peut le dire comme ça, et qui n'a pas du tout fonctionné. Et donc, à partir de là, j'ai vu que à échéance de 5 mois, l'entreprise allait dans le mur. Et le 5 mois, c'est le temps qu'il faut pour licencier, pour payer correctement tout ce qu'il y a à payer dans les cas de licenciement économique, etc. Donc, j'ai choisi d'appuyer sur le bouton et de faire éjecte pour tout le monde, quoi. D'accord. Est-ce que tu t'en es voulu? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, j'ai pas réussi, c'était à moi de faire le chiffre. Alors, je sais pas du tout comment t'étais organisé. Tu vois, est-ce que tu as eu cette culpabilité de te dire je me sauve moi-même en liquidant tout le monde, ou comment t'as géré ça? Alors, je m'en suis beaucoup voulu, j'ai beaucoup pleuré déjà. Comment j'ai géré? Voilà. Pour être sincère avec toi, j'ai énormément pleuré. Ça a été une décision, ça a été la décision la plus dure de ma vie, hein. Clairement, encore aujourd'hui, je considère que ça a été la décision la plus dure de ma vie à prendre. J'ai eu une chance qui était que ma directrice opérationnelle à ce moment-là, qui faisait partie du wagon, a été génialissime. C'est-à-dire qu'elle m'a dit t'as raison, t'as raison de sauver la boîte. J'étais incubée dans un incubateur, un village by ICA,
Pareil, la startup manager m'a dit mais c'est une décision hyper courageuse. Donc en fait, j'ai eu autour de moi en ligne directe des gens qui me disaient waouh, le courage qu'il faut pour faire ça alors qu'il reste de l'argent dans la boîte. Donc ça me faisait quand même du bien, mais clairement j'ai beaucoup pleuré, la culpabilité était énorme et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a une petite anecdote, du coup j'ai fait très vite des entretiens pour dire aux gens ça y est, c'est fini hein. Et il y a une des collaborateurs. Excuse-moi parce que j'ai vécu la même chose. Ce qui est dur aussi, enfin ce que je trouve qui est particulièrement dur là dans ton cas de figure, c'est que en fait, t'es pas en train de licencier des gens parce que ils ont fait preuve d'incompétence ou je dirais voilà, ils ont pas fait de faute en fait. Ils ont tout fait pour que ça marche, puis ça a pas marché quoi. Et je pense que c'est la forme la plus difficile quand t'as un petit peu d'éthique et puis voilà, un peu d'empathie. C'est la forme la plus difficile de licenciement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, ce que j'allais te raconter, c'est dans la lignée de ça, c'est qu'il y a une des collaboratrices qui m'a dit, mais pourquoi tu craches pas la boîte? Nous, on serait mieux protégés. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai eu une réaction très vive de dire, mais non, en fait, non. Moi, ça fait 5 ans que je bosse jour et nuit pour cette boîte, que j'ai tout mis dedans. Moi, j'ai pas payé d'assurance chômage pour moi, alors je l'ai payé pour vous. Donc, vous allez être protégés. Moi, si ça s'arrête net. Mes clientes qui sont dans les programmes m'ont fait confiance et je peux continuer de les servir même si vous n'êtes plus là. Donc, en fait, tu vois, j'ai eu ce niveau. Bien sûr, il y a eu énormément de culpabilité. Et puis, très vite, il y a eu aussi, déjà, alors ça c'est grâce au mari d'une amie qui est aujourd'hui mon associé que j'ai eu cette information-là, qui était de dire ok, c'est pas moi, Gaëlle Baldassari, qui suis en train de licencier des gens, c'est une personne morale, ressources féminines, l'entreprise, qui se sauve parce que elle a elle-même besoin de vivre et de survivre quelque part. Et donc c'est une décision effectivement de gérante d'une personne morale qui prend une bonne décision, une saine décision de gestion. Donc déjà ça c'est la première chose qui sauve. Et puis la deuxième c'est de me dire moi si tout s'arrête vraiment, tout ce que j'ai mis dans cette boîte s'arrête, les nuits à pas dormir pour essayer de trouver des solutions s'arrêtent. Enfin voilà, tout s'arrête. Alors que de l'autre côté, en fait, c'est un peu dans le deal. Quand on est salarié, il y a, on paye à de l'assurance chômage, on cotise et on a tout ce qui va derrière avec ceux qui ont eu le licenciement économique. Du coup, ont eu même des avantages plus importants et j'étais super ravie pour eux. Mais tu vois, c'est ça, c'est de se dire, il y a d'abord la première phase culpabilité, prise de décision, c'est super violent. Mais derrière, il y a non, en fait, c'est légitime que ça continue sans elle, sans eux. Même si c'est rude, même si j'aurais aimé ne jamais le faire, j'ai pas créé une boîte pour licencier des gens, mais c'est aussi légitime de prendre de saines décisions quand ça permet à la boîte de continuer, tu vois. Et 2 ans après, elle est encore là et elle fonctionne bien, quoi. Hyper intéressant. Ouais, voilà, oui, tu appelles ça parce que c'est le nom, ouais, c'est une personne morale. Puis c'est un projet, c'est une mission. C'est ça. D'autres gens qui comptent sur toi. En plus, c'est une boîte qui on va y venir évidemment, mais c'est une boîte qui a une mission. C'est pas juste une boîte qui est là pour faire des résultats économiques. Derrière, il y a une vision, il y a des choses que tu as envie de faire, etc. Et ouais, tu peux pas. Alors moi, il y avait un autre truc qui m'avait aidé aussi, c'est que quand j'avais dû faire ça, c'était aussi, même si la boîte se plante, même si je dois tout cracher, moi j'existe encore. Et en fait, quelquefois, quand tu es chef d'entreprise, tu t'identifies tellement à ta boîte que non seulement il y a la culpabilité, évidemment, mais il y a aussi l'impression que c'était comme si tu allais mourir. Ça peut aller jusque-là. Psychologiquement, c'est très proche. Et moi, je me souviens très bien du déclic. Je me suis rendu compte de ça un jour et je me suis dit, mais non, même si je crache tout, parce que moi, il y avait le risque que tout le groupe se crache. Et je me disais, mais t'auras appris plein de trucs, tu seras toujours là, tu seras toujours le même, tu seras toujours capable de faire des choses, t'as eu des succès, t'en auras d'autres, etc. Et il peut y avoir ce besoin-là aussi, de se dire, mais non, il va y avoir une vie après, hein. Ouais, je me suis dit la même chose, mais je me suis dit que cette mission-là, elle avait encore une possibilité, en fait, que je le voyais au bon moment. Je me suis dit exactement comme toi, hein, que clairement, je pouvais survivre à ça, y compris au crash de la boîte. Mais puisque je l'avais vu au bon moment, alors non, c'était pas ok de laisser le navire aller se cracher dans le mur, juste pour pas avoir la culpabilité d'avoir viré des gens alors qu'il y avait encore de l'argent sur le compte, tu vois. Et puis si je me trompe pas, d'après ce que j'ai compris, tu as été rentable avant. Ah oui, oui. Voilà. Ce qui a fait que tu es devenu moins rentable, c'est le fait d'avoir structuré très très fort, très très vite peut-être. Oui. Et ça veut pas dire que la boîte elle est pas viable, ça veut dire qu'elle est pas viable comme ça.
C'est exactement ça. Et puis dans ce chemin-là, moi, je me suis aussi rendu compte de certainement les raisons pour lesquelles ça m'est arrivé, parce que bon, l'effet ciseau, c'est ce qu'on raconte et c'est la vérité des chiffres. Mais ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que finalement, moi, cette équipe-là, j'aimais plus tant que ça la manager en réalité, et que je l'avais pas mise là pour les bonnes raisons. Et donc ça a été aussi très puissant pour moi. Moi, j'ai l'impression de faire 10 ans de développement personnel en quelques mois. Alors, à beaucoup pleurer, mais en même temps, à beaucoup comprendre qu'est-ce que j'avais créé et pourquoi j'avais créé un monstre qui m'avait dépassé et que j'avais été obligée de tuer quelque part pour moi survivre à ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait de recruter et d'avoir des gens qui travaillent pour toi, ça t'avait emmené à un endroit où tu voulais pas aller, en fait. Ouais, je les avais recrutés pour des mauvaises raisons. En fait, alors, tu peux nous dire ce que c'est, les mauvaises? Ouais, bien sûr. En fait, je suis profondément collective, une boîte, ça sert à recruter des gens et à créer de l'emploi. Donc. Ouais, déjà il y a cette idée-là, mais il y a quelque chose, il y a ça, clairement. Moi aussi, dans mon idée, une boîte à succès, c'est une boîte où il y a des salariés, où il y a des collaborateurs sur un plateau avec des bureaux, machin, etc. Déjà, c'était mon idée. Clairement, moi, je viens d'une boîte classique, banque, donc voilà. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que moi en fait je suis profondément cyclique. Donc j'ai des gros ups et des grands downs. J'ai une maladie liée au cycle menstruel qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qui fait qu'il y a des moments dans ma vie où je suis vraiment KO et très très fatiguée. Et puis il y a des moments où j'ai plein d'énergie quand j'ai pas cette maladie. Et donc je suis profondément cyclique. Et donc ce qui est très drôle, c'est que on va en parler, mais c'est le sujet de l'entreprise. Ouais. Mais j'ai pas voulu que mon entreprise ait mes défauts. Je m'aimais pas suffisamment dans cette cyclicité pour considérer que c'était normal que mon entreprise puisse aussi être cyclique. Et donc, en fait, j'ai mis des collaboratrices. Je dis collaboratrices parce qu'il se trouve qu'il y avait que des femmes dans cette première équipe, mais j'ai mis des collaboratrices en place en leur donnant comme lettre de mission, fais en sorte que l'entreprise ne soit plus cyclique. Ok. Super. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et elles étaient l'antithèse de moi. Pour le coup, elles voulaient de la régularité, tout ce qui m'embête. Tu vois, je prononce pas des mots interdits, mais c'est vraiment tout ce qui m'ennuie au plus haut point. Mais quelque chose en moi croyait que c'était ça, une entreprise. Et donc, petit à petit, les réunions, les temps ensemble, les moments partagés au bureau m'ennuyaient au plus haut point. C'est-à-dire que leurs questions, leur façon de réfléchir, etc. Alors que c'était la lettre de mission que je leur avais donnée, tu vois, le truc complètement dingue. Mais leur façon d'interagir avec moi m'ennuyait au plus haut point. Parce que moi, je veux qu'il y ait des accélérations, je veux qu'il y ait des moments où on se fasse ouah et qu'on soit complètement charrette et que des moments où tout le monde est KO et que tout le monde dorme, parce que c'est ce que j'aime dans la vie. Et en fait, voilà, j'avais créé une équipe autour de moi qui était l'antithèse de ça, mais c'est ce que je leur avais demandé d'être. Ok. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu les avais mal recrutés ou parce que c'était des salariés? Non, je pense parce que j'avais pas été claire sur ce que je leur demandais de faire. Okay. Parce qu'en fait, entre ce que mon mental pensait qu'il fallait que soit cette entreprise et ce que mes tripes étaient capables de vivre, j'ai fait le grand écart. Après, il y a eu des petites erreurs à la marge de recrutement, mais pas tant que ça. Les collaboratrices étaient vraiment bien. Ouais, on va dire, il y en a peut-être une qui serait de toute manière pas restée parce que effectivement, mais sinon, non, globalement, vraiment, ça se passait bien et elles faisaient bien leur boulot, mais elles étaient dans cette espèce de routine. Des salariés qui et en fait je les avais recrutés en sachant ça, donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est-à-dire j'attendais ça d'elles. En tant que chef d'entreprise, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même. Ouais, mais complètement, mais à 100%. mais voilà. Donc mais je suis consciente que voilà, le problème venait pas d'elles, mais par contre j'ai vu que ce que je leur demandais, ce que je leur avais demandé au démarrage, de faire que ça devienne prévisible, déjà ne se faisait pas. Bon, ça c'est une réalité, ça ne se faisait pas. Je me suis rendu compte que elles faisaient plus souvent ce qu'elles voulaient faire que ce que je leur avais demandé de faire. Ça, c'est aussi notre problématique. Et que malgré tout, quand t'es salarié, t'es payé au temps passé et pas nécessairement au résultat. Et que il y a eu beaucoup de beaux faits dans l'entreprise. Ça c'est devenu beau. Ça, c'est sûr. Bon. Je pouvais être très fière de certaines choses qu'on présentait, etc. Mais l'efficace, le qu'est-ce qui marche, tout ça, ça a beaucoup moins bien fonctionné. Donc, il y avait des petites erreurs certainement de recrutement, mais il y a eu des grosses erreurs de management. Ouais, ok. Une question que tu pourrais... Mais c'est toujours plus facile après de se poser les questions. T'es peut-être pas quelqu'un qui est fait pour assurer le quotidien dans une entreprise. Clairement pas. Et on aurait pu imaginer une direction à deux têtes, avec une personne pour le quotidien et toi visionnaire, nouvelles idées, machin, truc bidule. Alors c'est ce que j'ai fait.
Ouais, c'est ce que j'ai fait. Okay. Parce qu'en fait, il y avait la directrice opérationnelle qui était là et c'est exactement sa mission. C'était tout à fait ça. Et d'ailleurs, elle le faisait très bien. Hein. C'était elle qui manageait l'équipe, etc. Donc, heureusement, j'ai envie de dire. Mais pour autant, il y a deux choses qui sont compliquées. Un, je pense que je suis assez charismatique et que peut-être les collaboratrices sont aussi venues pour moi quelque part. Tu vois, c'est peut-être bizarre de le dire comme ça. Qui les a recrutés? Comment? Qui a fait les recrutements? Finalement, les tout premiers, c'est moi toute seule, puisque la directrice opérationnelle n'était pas encore là, et ensuite c'est elle et moi, mais on était quand même présentes toutes les deux pour les recrutements. Donc il y a déjà ce côté effectivement où finalement j'étais la référente finale, et donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que la directrice opérationnelle sur la partie purement vente, ça a pas suivi, donc en fait il y avait que moi qui avait vraiment cette compétence-là, et donc sur cette partie-là, ça a moins bien suivi. Il y a eu d'autres gros chantiers qu'elle a mis en œuvre, et voilà. Mais c'est tout un gloubi-boulga. Aujourd'hui, on peut voir les fils et on connaît la fin, mais quand on est au milieu de tout ça, c'est toujours plus simple d'analyser. Je confirme l'idée du deux têtes, on l'a fait. Puis il y a la question des coûts quand même, parce que le deux têtes, il a aussi des coûts réels. C'est clair. Donc voilà. Et puis je pense que c'est ça, d'être au quotidien auprès d'une équipe pour avancer, c'est pas mon truc, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, tu travailles avec des freelances. Oui. Et alors, c'est mieux, c'est moins bien, tu veux plus jamais avoir de salariés Oh non, je dis jamais, parce que franchement, la vie, elle est tellement bougeante que non, pas du tout. Ce que j'apprécie par contre dans la relation avec les freelances avec lesquels je travaille aujourd'hui, c'est l'absence de lien de subordination. Ouais. C'est que en fait, ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses. Donc j'apprécie ça parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression de m'adresser à des personnes qui font le même métier que moi dans leur verticale de compétences, et pas des personnes effectivement qui trouvent normal de poser un vendredi pour que le samedi soit pas compris, tout ça. Moi j'y comprenais rien à ces histoires-là. J'ai jamais fait ça en tant que salarié, et je t'avoue que ça m'a dépassé ces histoires-là, quoi, d'optimisation, tout ça. Là j'ai pas ça du tout avec les freelances. Ce que j'apprécie aussi, c'est une forme de souplesse quelque part. C'est que les choses se passent en fonction et au fur et à mesure des décisions qu'on prend ensemble. Voilà. Et puis la comptability, elle va dans les deux sens, je trouve, avec les freelances avec lesquels je travaille, parce que quelque part, quand c'est moi qui suis le goulot d'étranglement de leur travail, je suis aussi en position de m'excuser et de faire des correctifs. C'est-à-dire, je suis plus la chef suprême, tu vois. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, moi, la position d'égal à égal comme celle-là me convient mieux. J'ai pas l'impression de devoir manager les freelances. D'ailleurs, c'est bien le sens de la loi. Il n'y a pas de lien de subordination, et c'est comme ça que ça se passe. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on avance ensemble sur un même projet. Et moi, ça me va bien comme ça. La question, est-ce que c'est pas plus compliqué de construire avec des freelances qu'avec des salariés? Tu sais, de créer une culture d'entreprise un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être. Mais je pense qu'en fait, ce que j'avais oublié dans tout ce que j'ai mis en place, c'est que ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Ah. Et c'est de loin ma valeur numéro 1. C'est vraiment, elle est 200 mètres devant toutes les autres. Ouais. Et que, avec des freelances, moi, je peux te dire, finalement, du jour au lendemain, je peux décider de tout arrêter. Ouais. Du jour au lendemain, bien sûr, on se met d'accord, tout ça, mais en tout cas, il y a cette facilité, et ils attendent pas ça de moi, d'être définitivement là avec eux. Et puis la culture d'entreprise, finalement, je pense qu'elle a toujours reposé sur mes épaules, même quand j'avais tous les collaborateurs, que elle est beaucoup plus liée à la façon dont moi j'écris, la façon dont je communique, etc., qu'à des apports extérieurs, on va dire, tu vois. Et je pense que j'ai ce caractère assez solitaire, et moi je sais que Antoine BM m'a beaucoup aidé pour ça en tant que modèle. Quand à un moment je me suis rendu compte que il y avait des entreprises finalement avec une personne, quelques freelances, des gens de qualité. Pour le coup, j'ai des partenaires aujourd'hui. Moi, je travaille avec un partenaire administratif, par exemple, qui est un vrai gros partenaire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un vrai bras droit. Mais pour autant, on est libre chacun. Okay. Et j'aime ça parce que moi, je pense que je suis venue dans le monde. Je pense qu'à 5 ans, c'était déjà ma valeur numéro 1, la liberté. En fait, quand tu parles de liberté, c'est un peu l'aspect indépendance de la liberté. C'est-à-dire de dire, je veux pas être dépendant des autres. Je veux que mon planning, je puisse le changer quand je veux pouvoir partir en vacances. Je veux pouvoir travailler beaucoup quand j'ai envie de travailler beaucoup. C'est une histoire plus on va y revenir de toute façon, de rythme. Moi, j'appelle ça une histoire de rythme, mais toi, tu vas me dire non, c'est une histoire de cycle.
certainement. Et donc, je pense que c'est un petit peu ça que, enfin, quelque part, il y a une cohérence aussi avec le message que tu portes. Complètement, c'est exactement ça. Et je dis pas que le message que je porte, il est pas jouable dans une structure, hein, parce que je pense qu'il est complètement adaptable dans un monde salarié ou dans une grosse entreprise, ou dans une entreprise classique, on va dire. Mais je pense que moi, je le porte à son niveau peut-être ultime. Ouais. Et à ce niveau ultime, effectivement, j'ai besoin d'indépendance. Et alors après, je voudrais qu'on arrive justement à l'histoire de linéarité, pas linéarité. Juste un truc. Tu penses que ta boîte te survivra? Est-ce que tu y penses quelquefois? Te survivre dans le sens, ça veut pas dire une fois que tu vas quitter ce monde, mais peut-être qu'un jour tu auras plus envie de travailler ou tu auras envie de faire autre chose. Est-ce que tu penses que Kiffe ton cycle, ça pourra continuer, ou est-ce que c'est un truc que tu t'en fous en fait? C'est pas ton... Ou alors est-ce que c'est juste l'œuvre d'une vie et puis ce sera toute ta vie et c'est comme ça? Non, je pense que ça va largement me survivre parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau de 130 ambassadrices et il y en a encore plein qui sont en train d'entrer et d'être en formation, qui, tu vois, ont pris les rênes, là, par exemple, d'une association qu'on a créée, mais elles vont reprendre le bureau de la sauce. Et justement, elles sont en train de créer tout ça. Et moi, je suis très émue de ça parce que justement, avec mon côté indépendance que tu disais tout à l'heure, en fait, de voir que d'autres se bougent pour ce projet-là, moi, je suis très émue de voir ça. Il y a mon éditeur Larousse qui aujourd'hui édite mes livres et continuera peut-être de les vendre s'ils continuent de se vendre après ma mort. Un livre, ça continue. Voilà. Et je pense qu'en tout cas le message que je vais faire passer, je pense qu'il continuera d'être véhiculé. Ce sera pas forcément la personne morale créée aujourd'hui qui elle continuera, et j'en sais rien en réalité parce que ça serait complètement ok que d'autres reprennent, tu vois. Mais par contre, je pense que le message, lui, il aura impacté, il continuera d'impacter, et oui, je pense qu'il y aura une pierre de ce que j'ai créé qui sera mis pour la postérité. Tu as parlé d'ambassadrice, en fait. Là, ton message, voilà, t'as pas de salariés, mais t'as des ambassadrices, t'as des gens qui adhèrent à la culture, entre guillemets, que t'as créée, à la vision que t'as créée et qui la prolongent, etc. Ah bah clairement, moi je leur dis en permanence qu'elles sont le cœur du réacteur, mais tu vois, les ambassadrices, elles sont indépendantes, c'est ça que je trouve génial aussi. Ouais, c'est super. C'est-à-dire que moi je leur ai transmis et je leur propose d'adhérer au réseau des ambassadrices, mais si elles veulent partir, elles partent, et c'est très joyeux pour moi en réalité, tu vois, c'est... Voilà. Ok, super intéressant. Donc, tu as dit que tu avais demandé à tes collaborateurs de rendre ta boîte linéaire et que tu en es revenu. Donc, ça m'intéresse qu'on parle, au-delà du cycle menstruel, qu'on peut aborder de ça. Ça m'intéresse, cette histoire de cycle. Je vais te dire, ça me fait penser à un podcast qu'on a fait il y a longtemps avec Olivier Beru, qui est spécialiste de la pensée chinoise. Et dans ce cadre-là, il avait évoqué qu'une entreprise pouvait avoir des cycles qui pouvaient être calqués sur je crois que c'est les 5 éléments de la pensée chinoise, c'est-à-dire par moment elle fait de l'expansion, et puis donc je crois que c'est la période du bois, puisque c'est comme un arbre qui se développe avec plein de branches et tout. Puis après il y a la période de l'acier, on va couper des branches en disant bon, on s'est trop développé, et la terre, ça veut dire on se refonde, etc. Et en fait, ce que tu dis, ça me fait un petit peu penser à ça. C'est pour ça que je dis, au-delà du cycle menstruel, oui, effectivement, je pense que... Et puis, de toute façon, moi, je connais aucune boîte qui ait des résultats, rien que financièrement, linéaires. Non, c'est clair. Mais en fait, c'est drôle ce que tu viens de me dire, parce que en réalité, c'est les cycles en général qui sont super intéressants. Maintenant, comme moi, je voulais travailler pour l'empowerment des femmes, j'ai choisi le cycle menstruel. Mais en réalité, tout est cyclique et tout fonctionne sur exactement le même modèle. Je te rejoins à 100%. Alors, moi, je connais pas du coup les 5 éléments chinois, mais tu viens d'allumer des choses qui me donnent envie d'aller voir. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. Le podcast s'appelle Manager selon la pensée chinoise, un truc comme ça. Yes, bah je vais aller voir ça, puis peut-être que vous aussi qui nous écoutez, vous irez voir. Et donc, le cycle, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, on va avoir des fluctuations d'énergie, de vitesse. Il va y avoir des moments de ralentissement et des moments d'accélération. Les moments d'accélération vont permettre de créer, de faire, de se mettre en mouvement. Et les moments de décélération vont permettre de se ressourcer, de prendre du recul et de faire les plans. Et en fait, c'est ça qui me semble fou dans la société d'aujourd'hui, telle que, en tout cas, moi, je la vois et telle que j'ai été éduquée étant jeune, c'est la sensation qu'il faut être dans une espèce d'accélération constante, en tout cas, dans un mouvement constant. Moi, j'avais beaucoup l'image de ma maman, elle le sait, on en a parlé, mais qui ne se posait jamais sur le canapé avant 20h30 ou 20h l'heure des infos. Si elle était sur le canapé avant, c'est qu'elle était malade. Et donc ça veut dire qu'il y avait jamais de zone où elle s'autorisait quelque part à être en down, plus bas,
Mhm. Et c'est assez dingue parce que moi j'ai eu ça comme modèle et quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit mais je fonctionne pas comme ça. Moi il y a des moments où je suis juste carpette sur le canapé et je pense à autre chose et je fais autre chose et puis il y a d'autres moments où au contraire je vais me mettre en mouvement très fort. Et ça, moi, a généré chez moi énormément de syndrome de l'imposteur. Parce que j'avais l'impression que tout le monde bossait énormément et que moi, je bossais pas énormément, mais par contre, quand je m'y mettais à fond. Et je dévalorisais énormément ça. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal, tu vois, à me dire que c'est génial de fonctionner comme ça parce qu'en fait, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus naturel. C'est-à-dire que quand on regarde ne serait-ce que les arbres dans la nature, on voit bien qu'au printemps, ils y vont à fond les ballons, en été, ils donnent les fruits, et puis à l'automne, ça tombe, voilà, ça s'apaise, ça... et puis qu'en hiver, ça c'est stop net. Sauf que pour que ça puisse redémarrer de folie au printemps, il faut bien qu'il y ait eu ces temps. Et d'ailleurs, on le voit, les hivers trop doux, en général, font des maladies, des problèmes, font que ça se passe pas très bien au printemps en réalité. Okay. Et on a voulu s'exonérer finalement de ce phénomène-là, et les projets fonctionnent sur le même modèle. Intéressant, ouais. Et donc il y a les phases, juste je me permets, il y a les phases donc d'accélération et de décélération, et il y a les phases entre guillemets où on voit les choses de façon positive, et les phases où on voit les choses de façon négative. Ouais. Et ça aussi, ça a été super dévalorisé, notamment pour les femmes, mais pas que. C'est-à-dire que de considérer qu'il y a certains jours où quand je me lève, j'ai pas du tout envie de sourire à tout le monde, et j'ai juste envie de voir tout ce qui ne va pas. Vraiment. On est dans un bon jour là, j'ai l'impression. Mais je suis toujours dans un bon jour. En fait, c'est ça dire un bonjour. Non, mais c'est ça, génial, j'adore. Merci de faire cette réflexion-là, parce que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est toujours dans un bon jour. À partir du moment où on se comprend et on s'accepte comme on est. Et c'est ça qui change le truc. C'est que j'ai arrêté de penser, mais je l'ai pensé longtemps, donc merci de le poser, j'ai pensé longtemps qu'il y avait des bons et des mauvais jours. Et j'ai pensé longtemps, et des bons, et des bonnes et des mauvaises phases, entre guillemets, pareil, dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc, quand je me levais le matin et que j'avais juste envie de tuer tout le monde, et de destroyer tous les projets et de peut-être fermer ma boîte parce que je me disais qu'il n'y avait pas de modèle économique, que c'était la catastrophe, etc. De façon un peu classique, je pourrais me dire que je suis chiante ou tu vois, un truc un peu négatif par rapport à moi. Et j'ai appris qu'en fait, ce sont des phases d'audit, ces phases-là. Et les phases d'audit, c'est quand même génial. C'est-à-dire que quand on prend toutes les grandes entreprises de ce monde, elles ont tout un service d'audit. C'est-à-dire des gens qui viennent voir tout ce qui ne va pas. Moi, j'ai travaillé dans la banque. Je peux dire que quand l'audit débarquait dans l'agence, on a beau trouver que c'est des êtres humains qui ont l'air sympathiques, ils sont pas du tout sympathiques, tu vois. Ouais. Et parce que ils sont là, c'est leur métier. Leur métier, c'est de repérer tout ce qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est de se dire, mais on a ça à l'intérieur de nous, on a ça dans nos phases d'entrepreneurs. Et je dis entrepreneur masculin et féminin. On a ça à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des moments où on va être un sniper qui va être capable de repérer tout ce qui va pas. Et c'est génial, sauf qu'on nous a pas appris à prendre ça en positif. Et moi, aujourd'hui, quand je vois ce truc-là débarquer, je prends mon cahier et j'écris tout ce qui va pas. Et en fait, tu vas rigoler, mais je suis dans cette phase-là aujourd'hui. Et tu vois, pourtant, je vais bien. Je suis dans cette phase-là. Et juste avant, je viens de refaire intégralement une page de vente avant qu'on se connecte, parce que je trouvais qu'il y avait rien qui allait dans cette page. Ouais, donc t'as quand même de l'énergie. Et... Il y a de l'énergie dans cette énergie-là. Dans la phase d'audit, c'est pas une phase de retrait en termes d'énergie. C'est plus une phase de... Encore une fois, il y a de l'énergie de faire, mais il y a aussi une énergie un peu destructrice potentiellement. Et tu vois, pour te donner l'astuce là de ce que j'ai fait à l'instant, en fait, j'ai commencé par faire une sauvegarde de la première page de vente. Oui. Ouais, mais tu vois, c'est tout bête. Mais voilà, c'est de se rendre compte aussi qu'on peut être un peu excessif dans ces moments. C'est vrai qu'on aurait tendance à associer les phases d'accélération avec des pensées positives et les phases de décélération avec des... Mais en fait, non. Non. En fait, il y a une phase d'accélération avec des pensées entre guillemets positives et une phase avec des pensées entre guillemets négatives. Et pareil pour les phases d'apaisement. Il y a une phase qui va être plus vers la lumière, vers les autres, vers l'interaction, vers la communication. Où finalement, tu vois, dans les projets d'entrepreneuriat, souvent c'est ça, c'est quand on se met à communiquer vers l'extérieur, on est un peu moins dans l'entreprise en train de faire plein de trucs. Oui, c'est vrai. On est en train de faire rayonner l'entreprise. Donc tu vois, ça c'est le moment où ça s'apaise au niveau du faire, mais on est plus dans la communication et l'interaction. Et puis, en fait, on va avoir ce moment d'apaisement aussi, donc de décélération, mais plutôt intériorisé dans le moment de ressourcement. Hyper intéressant. Ouais. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que quand tu
quand on parle, en fait, enfin, je sais pas si vous qui nous écoutez, si ça vous fait ça, mais moi, ça me parle. C'est-à-dire que je reconnais des fonctionnements que je peux avoir sans en avoir tout à fait conscience. Et peut-être que je le ressens d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai des bras droits dans toutes mes entreprises qui assurent le quotidien. Et donc, je peux être plus en phase avec mon ressenti et mon moment à moi. C'est possible, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est lucide soi-même sur dans quelle énergie on se sent aujourd'hui, eh bien, déjà, on arrête de le reprocher aux autres parce que, par exemple, quand je suis en phase d'accélération, dans l'accélération et dans le positif, je veux tout faire, tu vois. Okay. Et donc, les autres, si eux, ils sont pas du tout dans la même énergie que moi, je les vois comme des boulets accrochés à mes pieds. Je leur dis, mais c'est pas possible, vous avanciez pas. Alors que quelques jours avant, j'étais potentiellement beaucoup plus tranquille et beaucoup plus posée, tu vois. Et donc, il y a cette lucidité qui remet, je trouve, beaucoup d'humour sur soi, en fait, d'autodérision. Parce que moi, je rigole moi-même de mes propres pensées dans chaque phase, dans chaque énergie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le projet va passer par les mêmes phases. Ouais. Il va y avoir une accélération et du mouvement en général au démarrage de l'entreprise. Et puis ensuite, à un moment, on va être plutôt dans la communication, aller vers les autres, etc. Et puis à un moment, on va commencer à regarder ce qui va pas. Bon, finalement, il y a quand même plein de trucs qu'on a mis en place qui vont pas. Et on commence à flipper, on se dit que ça marchera jamais, etc. Et puis, ça s'apaise, on accepte, si on l'accepte, de prendre du recul, parce que bien souvent, cette phase-là, on va difficilement l'accepter, mais si on laisse les choses se reposer, s'apaiser, prendre du recul, et se dire, ok, maintenant que j'ai pris du recul, peut-être depuis mon canapé ou depuis ailleurs, quelles sont les idées que je peux avoir, et là, on va se mettre à avoir des idées géniales, on va pouvoir faire les plans, et de nouveau se remettre en action, et ça fonctionne, encore une fois, pour les projets comme pour les personnes. Super intéressant. Je reviens juste en arrière sur les cycles menstruels. Tu dis il faudrait que ce soit pris en compte, mais de quelle manière en fait? Comment En fait, ce que je viens de te décrire là... Alors, tout ce que tu me dis, ça me parle vachement. Après, j'arrive pas à faire le lien parce que je suis pas concerné directement par les cycles menstruels, enfin je crois pas, mais du coup j'essaye de faire un lien entre les deux. Et nous en fait, nous qui vivons un cycle menstruel, on passe tous les mois par ces différentes étapes-là, soutenues de façon hormonale. C'est-à-dire que les cocktails hormonaux qui vont se présenter à nous pendant le cycle menstruel vont soutenir les changements de phase. Donc en fait, pendant les règles, on va être plutôt posé, tranquille, plutôt à vouloir se ressourcer et se retirer un peu du monde. Donc la phase de décélération, un peu en retrait. Et puis après les règles, les œstrogènes vont nous faire accélérer. Donc il fonctionne un peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Donc là, on va partir à fond les ballons et rien ne doit nous arrêter. Et tout ce qui se met sur notre chemin, on a juste envie de les triper. Et puis ensuite, il va y avoir la période de l'ovulation. Là, on va avoir un petit boost de testostérone qui va donner envie de communiquer et d'interagir avec le monde. Et donc, il va aussi nous donner un petit boost de confiance en nous. Donc, ça peut être un moment intéressant pour, s'il y a des choses où on n'a pas trop confiance, pour pouvoir y aller, tu vois, et puis pour nourrir les relations. Et puis ensuite, on va passer dans la phase prémenstruelle, la phase post-ovulatoire, qui, elle, va avoir ce duo d'hormones. En fait, on va de nouveau avoir des œstrogènes, donc de nouveau de l'accélération du corps, mais on va aussi avoir de la progestérone, qui est une pédale qui nous fait décélérer, en fait. Et donc, on va avoir dans cette zone-là les fluctuations assez importantes, et c'est la période où on va faire l'audit de notre vie, on va pouvoir repérer ce qui ne va pas, etc. Et donc, on peut être un peu plus désagréable, par exemple, vis-à-vis du monde et vis-à-vis des standards attendus sur les femmes, surtout, parce que tu remarqueras qu'un homme en entreprise peut arriver en étant ronchon sans que personne ne remette en cause la façon dont il a été, dont il a copulé la veille, alors qu'en général, les femmes, on va très très rapidement partir sur le fait qu'elles sont quand même sacrément mal, vous avez compris la suite. Donc, tu vois, il y a ce côté où, en fait, on supporte pas, en fait, de voir une femme qui sourit pas. Moi, j'habitais en banlieue quand j'étais jeune et j'avais régulièrement un dame, souriez pas aujourd'hui, tu vois. Non. Voilà. Et donc ça, et puis ensuite, les règles, parce que c'est ça qui est génial, c'est que c'est un cycle, et donc les règles, de nouveau, tout s'apaise, de nouveau, tout se calme, et on est soutenu hormonalement dans ce processus. Et ce qui est génial, c'est que c'est un processus de gestion de projet. C'est-à-dire que si on regarde, faire des plans, se mettre en action, communiquer, regarder ce qui va pas, et de nouveau se ressourcer avant de refaire des plans et se remettre en action, je veux dire, c'est génial. Donc on a ça à l'intérieur de nous. Sauf que comme globalement, dans la façon dont on manage
dans nos entreprises aujourd'hui, c'est inacceptable d'avoir des moments de décélération. C'est inacceptable d'avoir une salariée qui repère ce qui ne va pas et qui nous le met sous le nez alors qu'on n'a pas forcément envie de le voir. Eh bien, en fait, on va avoir tendance à avoir des modes de management qui font que on essaye de se linéarifier. C'est ça. Et j'ai envie de dire toutes et tous. Parce que même si les hommes n'ont pas ce soutien hormonal pour passer par ces différentes phases, ils y passent quand même. Et d'ailleurs, les Anglais ont donné un nom au fait que les hommes passent par ça. Ça s'appelle le syndrome du mal irritable. D'accord. Donc tu vois comment on discrimine, comment on diminue quelque part Ouais. les fluctuations globalement. C'est comme si on voulait de nous qu'on soit des robots quelque part. En fait, ça me fait penser à un autre truc, je rebondis comme ça, hein, c'est que moi, je dis souvent, il faut équilibrer une équipe. Il faut avoir la personne qui est plutôt dynamique, une autre qui est plutôt précise sur les détails, une autre qui va être plutôt à toujours voir ce qui va pas marcher avant de voir ce qui va marcher, etc. Et en fait, on a tendance à cultiver à vouloir. Enfin, moi, je pense que c'est très important dans une équipe justement de cultiver toutes ces facettes, mais on va vouloir le cultiver en recrutant des gens qui ont pense-t-on, des dominantes comportementales qui correspondent à cet état d'esprit. C'est-à-dire, bah oui, lui, il dit toujours ce qui va pas, elle dit toujours, elle est toujours en train de machin, etc. Et en fait, parce que la question que j'avais derrière, c'est ouais, mais on n'est peut-être jamais au même moment bien synchronisé avec les membres, etc. Mais en même temps, c'est peut-être pas hyper grave, puisque justement, on cherche à l'intérieur d'une équipe à avoir cette diversité. Donc, si on l'a pas par les tempéraments, on peut peut-être l'avoir par rapport à la période dans laquelle se trouve la personne à ce moment-là, etc. C'est ça. Et le plus important pour moi là-dedans, c'est de comprendre que c'est toujours le bon moment pour tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais avoir ces fluctuations d'humeur et d'énergie, d'accélération, décélération, etc., que c'est pas le bon moment pour moi de répondre à un podcast, par exemple, ou de faire une conférence. Tu vois, si je suis posée j'ai mes règles, par exemple, et que je fais une conférence, je vais pas arriver en disant excusez-moi, je vous laisse discuter entre vous, je suis fatiguée, je vais me reposer. Ouais, justement. Ben, c'est ce que je transmets moi dans Kiffe ton cycle, c'est complètement l'inverse, on va dire. Moi, ce que je transmets, c'est comment justement faire que dans l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui, ça soit une journée géniale. Ok, donc tu fais quand même ta conférence. Bien sûr. Ok. Bah, bien sûr. Oui, non, mais comme tu aspires à une grande liberté, je me suis dit... Bah, non, mais c'est excellent. Mais j'adore ta question, merci beaucoup. Mais bien sûr, parce que c'est essentiel pour moi aussi d'être une personne fiable. Ok. Et ma cyclicité, et la cyclicité de tout le monde d'ailleurs, encore une fois, homme comme femme, ne fait pas de nous quelqu'un de pas fiable. Ah, et c'est ça qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il a fallu que je comprenne, c'est deux choses essentielles pour accepter ma cyclicité. La première, c'est que quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis capable de faire correctement les choses, mais pas nécessairement avec la même énergie. Par exemple, je vais faire ma conférence, mais j'aurai pas le même débit de parole si je la fais quand je suis en phase folliculaire où je vais à fond parce qu'il y a les oestrogènes qui me boostent à fond, ou si je la fais quand je suis posée et que j'ai mes règles et que je suis tranquille, etc. C'est pas le même débit de parole, mais pour autant, ce qui est génial, c'est que je vais embarquer des gens que j'embarque peut-être pas quand je parle trop vite. Tu vois ? Très intéressant. Et il y a d'autres moments où je vais être plus en relation avec la salle et d'autres moments où je vais être plus en train de m'écouter parce que, par exemple, quand je suis dans la phase prémenstruelle, clairement, j'ai des idées où je m'écoute moi-même en conférence. Je me dis, waouh, c'est pas con ce que je suis en train de dire. C'est une forme de créativité qui est super intéressante. Donc, j'ai tendance à plus m'écouter parler et du coup, être moins en relation avec la salle. Mais pour autant, dans les 4 énergies, je fais 4 fois une super conférence. Okay. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est d'être consciente qu'on est capable de tout à tout moment. À partir du moment où on reconnaît qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Okay. Donc ça, c'est la première chose pour moi qui est essentielle. Et la deuxième, qui va avec, c'est d'apprendre à faire la différence entre les rochers et le sable. Okay. Les rochers, ce sont les engagements. C'est-à-dire, ce à quoi je me suis engagée. Faire une conférence, faire ce podcast aujourd'hui, c'est des rendez-vous qui sont fixes dans mon agenda et quelle que soit mon énergie aujourd'hui, ça sera fait. Génial. Voilà, ça, c'est indiscutable. Et moi, je fais toujours mes rochers, quelle que soit mon énergie. Après, sauf si je suis malade. Mais on va dire que sorti de ça, il n'y a aucune raison de pas les faire. Par contre, le sable, c'est tout ce qui peut être bougé.
Ça comprend la vaisselle, faire un repas de qualité, parce que franchement, personne n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes ou des frites à un repas. Ça comprend donc toutes les tâches ménagères, on va dire, etc. Ça comprend tout le quotidien, le répondre à des emails, la comptabilité, les choses comme ça, en fait, qui sont du sable. Et pour moi, faire la différence entre le rocher et les rochers et le sable, aujourd'hui, très peu de personnes savent si bien le faire que ça. Et donc, ça m'a obligée à créer une forme de routine, de compréhension. OK, qu'est-ce qui est réellement du sable? Et donc, dans les moments où j'ai très peu d'énergie, le sable dégage. Parce que j'ai créé aussi chez moi la confiance absolue dans le fait que si je me repose, eh bien, derrière, j'aurai toute l'énergie pour faire le sable. Et je transmets même aux personnes qui sont dans mes programmes comment communiquer, notamment avec ces managers, pour les rassurer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe souvent quand on est manager et qu'on voit quelqu'un qui descend en énergie, on commence à flipper. Donc, on tente de mettre la pression. Et du coup, plus on met la pression, plus ça met à mal l'autre personne et moins ça se passe bien, etc. C'est le cycle infernal, ça. Exactement. Tout d'un coup, tu te dis, oh là là, mais je compte vachement sur cette personne, elle commence il faut que je lui remonte le moral, il faut que je lui donne des challenges, il faut que je montre que j'ai confiance en lui confiant plus de trucs, etc. Et en fait, tu la coules, et plus elle coule, plus t'en remets, et c'est exactement ça. Et donc moi, je transmets par exemple une astuce de communication qui est de dire, est-ce que c'est OK pour toi si je te garantis que ce dossier sera rendu tel jour à telle heure? Mais par contre, est-ce que c'est OK pour toi de me laisser le faire à mon rythme? Et donc, si moi je me laisse quelques jours, je sais très bien que si aujourd'hui j'ai très peu d'énergie, dans quelques jours l'énergie sera remontée en fait. Tu vois, c'est de s'autoriser. C'est ça un cycle, justement. Et oui, c'est exactement ça. C'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qui l'est pas, de faire la différence entre les deux. Et c'est pas facile, hein, je dis ça, mais vraiment, hein, parfois on a tendance vraiment à confondre les deux. Et puis, encore une fois, les managers, les partenaires, ont aussi tendance à confondre potentiellement les deux. C'est-à-dire que tout le monde va avoir l'impression d'avoir des gros rochers à apporter, alors qu'en réalité, il y a des choses qui peuvent être bougées. Et puis, c'est cultiver cette confiance, que ce soit en tant que personne qui le vit ou en tant que manager, du fait que c'est normal d'avoir des fluctuations d'énergie et que ça va revenir si la personne, en fait, plus la personne va accepter de se reposer, de prendre du recul, etc., plus ça va revenir vite et de façon efficace. Le pire, c'est la tension. Si on met une tension permanente, eh bien, en fait, ça fait que la personne ne s'autorise pas à descendre et à se ressourcer. Et donc, comme il n'y a pas de ressourcement, il n'y a pas non plus de remise des feux, entre guillemets, tu vois. On remet pas les gaz, en fait. Et en fait, à chaque fois, tu descends d'un cran. C'est ça. Général, et puis, on va directement vers le burn-out. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notre société qui fait une épidémie de burn-out que j'ai moi-même vécue, eh bien, c'est une société qui a oublié que les phases de décélération, elles étaient propices non seulement à se ressourcer, mais qu'elles étaient aussi propices aux idées, à créer les choses, à créer les plans, à faire la différence entre le sable et les rochers. Quand je suis posée sur mon canapé, je fais beaucoup plus la différence entre les deux que quand je suis en train de m'agiter dans tous les sens à faire des choses. Donc si j'ai des temps où je m'agite et des temps où je suis plus en recul, eh bien dans ces temps de recul, ça va me paraître évident que tel projet, il faut arrêter, c'est aberrant de le continuer, tu vois. Et ça paraît évident quand on est en recul, mais dans le feu de l'action, bah non, en fait, on est noyé par les projets. J'adore ce que tu dis aussi parce que tu pars de la personne. C'est-à-dire que c'est pas l'environnement, enfin, tu peux avoir des actions sur ton environnement pour le faire s'adapter à tes états, mais avant tout, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est non, travaille sur toi, discerne les rochers, etc., etc. Fais ton petit travail à toi et alors tu pourras t'adresser à l'extérieur pour expliquer comment tu vas pouvoir travailler. Et il y a un autre truc qui m'a vachement plu, pour moi, qui a un déclic, c'est qu'en fait, on a plusieurs personnalités en soi. Et quand tu dis, je peux donner une conférence dans les 4 états de mon cycle, c'est comme quand tu dis, je prends le profil disque pour donner un exemple, quelqu'un qui est dominant, un autre qui est influent, un autre qui est consciencieux ou un autre qui est stable, ils vont pouvoir parler de la même chose en faisant des conférences qui ont des valeurs équivalentes, mais ils auront chacun sa manière de les apporter au public, et comme tu le dis, ils vont toucher des personnes différentes dans le public, plus ou moins. Et donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant, et je trouve que c'est, quand tu disais que l'épisode s'adressait aux hommes, c'est très vrai. Moi, l'impression que j'ai quand je t'écoute, parce que je réfléchis à la manière dont fonctionne ma compagne, je vois bien qu'elle a toutes ces périodes-là,
Et j'avais jamais fait le lien. Je vois bien, et d'ailleurs je lui dis, aujourd'hui on range tout, il va falloir que tout machin, alors que d'habitude, c'est quelqu'un qui est plutôt comme ça, etc. Mais du coup, je me dis, une femme, elle est mieux armée, en fait, qu'un homme. Ouais. On a un avantage concurrentiel. Je pense que c'est pour ça qu'on a voulu un peu nous en priver. Non, mais tu vois. Vrai, ouais. Et puis, un dernier truc aussi qui m'a vachement plu dans ce que tu viens de dire, c'est les gros blocs par rapport au sable. Il y a aussi cette notion de dire écoute, je te le rendrai ton truc, mais laisse-moi avancer au rythme que je veux. C'est aussi peut-être la différence entre le court terme et le long terme. Quand tu réfléchis qu'en court terme, tu mets de la pression tout le temps, parce qu'en fait, l'échéance, c'est toujours demain. Quand tu réfléchis en long terme, tu peux faire varier ta pression. Parce qu'en fait, tu peux te dire, mais c'est un combat qu'on mène et qu'on veut gagner à long terme. C'est-à-dire, même avec un terme infini. C'est-à-dire que je veux créer quelque chose qui restera demain. Mon travail a un sens parce qu'il a une prolongation au-delà de la semaine prochaine, etc. Et du coup, quand tu adoptes cette perspective, tu es beaucoup plus souple par rapport aux modalités d'y arriver. Et je trouve qu'on retrouve vachement ça dans tes cycles. C'est-à-dire c'est clairement ça. Ah, c'est clairement ça, c'est de comprendre que c'est effectivement du long terme et aussi de comprendre que c'est plus profitable que la linéarité. En fait, on va plus loin, c'est plus efficace, c'est plus profitable que la linéarité. Et c'est pour ça que je dis que les hommes, moi j'ai eu plein de partenaires professionnels qui ont lu mes livres pour des raisons professionnelles de travail et qui m'ont dit mais c'est un truc de fou parce que je me reconnais moi-même aussi dans cette cyclicité. Et en fait c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est de se rendre compte que si on se reconnaît soi-même là-dedans, on accepte de reconnaître aussi les autres là-dedans. Et moi j'ai quelque chose de très fort par rapport à ça, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit une bonne excuse pour accepter que les femmes en fassent moins. Jamais. Surtout jamais. Ne faites jamais ça. Parce que ça serait la pire des choses pour l'empowerment, qu'est-ce que moi je défends. Par contre, entre ne pas en faire une bonne excuse et de l'autre côté, avoir le même niveau d'exigence, mais reconnaître que ce niveau-là, il peut être avec une échéance qui soit cohérente avec les façons de fonctionner des humains, eh bien, tu vois, c'est une grande différence pour moi. Et je voudrais surtout pas que ça puisse être une excuse de dire, ah non, du coup, elle a besoin de se reposer aujourd'hui. Ouais, elle a besoin de se reposer aujourd'hui, mais dans 3 jours, elle va être à fond les ballons. Donc, il n'est pas question de lui enlever les dossiers X, Y, Z, tu vois. Justement, alors moi justement, ce que j'aime bien dans ton message, dans tout ce que tu viens de dire, c'est que tu nous as pas, à aucun moment, tu nous as dit ouais, il faut que la société change et qu'il y ait des lois et qu'on reconnaisse ceci, cela. Mais je peux pas m'empêcher de te poser la question quand même. Est-ce qu'il faut que la société change ? Mais oui, clairement, mais en fait, ça partira forcément du changement des individus. Moi, on peut commencer à faire des lois, mais ça marchera pas. Oui, clairement, pour une raison toute simple. Tu vois, moi qui ai travaillé en banque, on faisait des challenges commerciaux. Ouais. Et on relevait les compteurs toutes les semaines, etc. C'est souvent des challenges qui duraient 5 semaines, et on relevait les compteurs toutes les semaines. Et en fait, il y avait une espèce de prime. Par exemple, si Monsieur A avait vendu 60 produits, et qu'il en avait vendu à peu près 12 par semaine, eh bien, on disait de Monsieur A, waouh, génial. Et si Madame B avait vendu 70 produits, mais en avait vendu 30 la première semaine, tu me comprends, avec des différences comme ça, on disait, ouais, ok, elle a gagné le challenge, donc elle va gagner la bouteille de champagne, etc., mais elle est pas fiable. Voilà, tu vois. Et donc, on va pas la promouvoir, on va pas la mettre manager, on va pas la passer directrice d'agence parce que elle est pas fiable, alors que Monsieur A, il est ultra fiable. Alors que si Madame B, elle a passé toute sa première semaine, par exemple, à contacter les clients pour faire du nurturing, pour faire, tu vois, la discussion propice au long terme, et tu vois qu'elle a étalé comme ça son mode de fonctionnement, eh bien, c'est pas pour autant qu'elle a pas fait un super parcours. Et moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui encore, en termes de management, on soit capable de dire à quelqu'un, ah ouais, mais comme t'es plus linéaire, du coup, j'ai plus confiance en toi. T'es plus régulier en général. Ouais, c'est ça. Alors que Madame B, ou je sais plus comment tu dis. Oui, Madame B. Madame B, elle a sûrement construit quelque chose de très robuste. C'est ça. Avec peut-être des clients moins sous pression, qui ont été beaucoup plus travaillés intelligemment pour que par la suite, on puisse retravailler avec eux, etc. Alors que Monsieur A, il s'est dit à chaque fois, faut que je sorte mes chiffres, tu vois. Non, mais il y a aussi le fait que t'as plein de boîtes qui sont fondées sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on prend des gens
on les pressurise à mort, etc. Puis après, bim, on en prend un autre et ainsi de suite. Et jusqu'à maintenant, ça marchait pas si mal. T'as plein de boîtes qui sont fondées sur ce truc-là. On prend des commerciaux, les mecs ils vendent tous dans leur famille, etc. Puis après, ils ont plus de clients, donc ça commence à baisser. C'est pas grave, on en prend un autre, etc. Aujourd'hui, avec le marché du travail qui s'inverse quand même un petit peu, il faut peut-être réfléchir. C'est ce que j'allais dire. Ouais, enfin, la question, c'est est-ce qu'on a envie de bosser dans ces boîtes-là et est-ce que ces boîtes-là vont continuer de trouver des collaborateurs et des collaboratrices? Exactement. Et quid de la courbe d'apprentissage? Parce que plus longtemps tu restes dans une boîte, plus tu prends de valeur, normalement. Pas non, mais c'est une évidence. Quand tu mets la pression, tu fais l'inverse. Hein. Tu rends des gens qui ont de moins en moins de valeur. Hein. Donc, faut les éjecter. Ouais, c'est pour ça. Enfin, après, c'est des choix, mais avec la courbe, comme tu disais, du travail qui est en train de s'inverser, ces choix-là, ils vont à un moment se payer. On va dire, ce sont des choix encore une fois, mais envoyer tous ces collaborateurs en burn-out, en fait, tu sais, c'est un truc tout bête. Moi, je me le disais quand j'étais directrice d'agence, je me disais si mes collaborateurs repartent le soir chez eux avec le sourire. Ben, j'ai pas amené du sourire qu'à une seule personne, parce qu'en fait ils vont rentrer chez eux, ça va bien se passer dans leur famille, et du coup toute la famille va être impactée par ça, et du coup tu vois, et j'étais heureuse d'imaginer qu'ils pouvaient rentrer chez eux et que ça pouvait diffuser, tu vois. Et après c'est des choix d'humains, j'ai envie de dire. De toute manière, il y a pas, chacun fait ses choix. Maintenant oui, moi je suis intimement persuadée qu'il y en a aussi beaucoup qui managent comme ça juste par habitude. Et c'est à cela que j'ai envie de m'adresser, parce que les autres, tant pis. En fait, ils sont un peu perdus pour la cause et puis je vais pas perdre d'énergie avec ça, tu vois. Par contre, ceux qui managent par habitude dans la linéarité, et notamment il y en a un il y a Olivier qui a témoigné dans mon livre et qui disait finalement, avant de comprendre comment fonctionnaient les femmes de mon équipe, il y avait beaucoup de choses que je prenais pour moi et du coup j'étais en réactivité avec leur façon de fonctionner, tu vois. Ouais. Et puis d'un seul coup d'avoir compris, j'ai arrêté de prendre les choses pour moi. On a eu un vocabulaire commun pour se parler de l'énergie dans laquelle on était. Parce que c'est aussi ça, c'est intéressant d'avoir un vocabulaire, parce que c'est compliqué d'arriver et de dire bonjour Cédric, bon aujourd'hui j'ai mes règles, tu vois, moi-même je le ferai pas, donc, je l'ai fait au début de mon TEDx, mais je le fais pas au quotidien, tu vois. Donc voilà, c'est d'avoir un vocabulaire commun, une bienveillance par rapport à ça, avoir ouvert le dialogue globalement, et encore une fois d'avoir inclus les hommes dans ce dialogue-là, d'avoir pas juste pris les femmes de l'équipe et dit ouais en fonction de votre cycle machin, mais d'avoir inclus tout le monde en disant finalement on a un vocabulaire commun de comment je me sens aujourd'hui, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui, et tout le monde est en capacité de le poser et ça va pouvoir faire souffler tout le monde par rapport à ça. Et encore une fois, moi, nous, notre vocabulaire, il est par rapport au surf, parce que c'est ça la métaphore que j'aime bien. Donc, c'est posé sur la planche, en prise d'élan, debout sur la planche, et puis dans le tube de la vague. Et donc, quand une collaboratrice me disait, aujourd'hui, je suis posée sur ma planche, je lui disais, écoute, si t'as besoin de partir cet après-midi tôt, pars, quoi. Et en fait, ça lui permettait de revenir, encore une fois, beaucoup plus énergisé derrière, ou alors fait du télétravail, ou alors, tu vois. Mais c'est d'avoir ce vocabulaire commun qui ne semble pas être discriminant et qui ne parle pas que du cycle menstruel, parce qu'en réalité, on peut être posé sur notre planche juste parce qu'on s'est pris une cuite la veille, ou parce que on est un peu fatigué, un peu malade, les gamins qui n'ont pas dormi, enfin, tu vois, je veux dire, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a moins d'énergie un jour, et pas que le cycle menstruel. Et donc, voilà, les managers, je pense, qui peut-être découvrent ça là tout de suite aujourd'hui, peuvent se dire, tiens, comment je peux faire pour que dans mon équipe, il soit possible de parler des fluctuations d'humeur et d'énergie, que ce ne soit jamais une bonne excuse, que ça puisse décaler certaines échéances, mais jamais être une excuse pour ne pas faire les choses, parce que là, on n'est plus dans le management, sinon on est dans le copinage, et tu vois. Mais que pour autant, ça soit quelque chose dont on puisse parler. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y a des femmes qui souffrent de leur cycle menstruel, beaucoup, que ça passe sous les radars complètement. Il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 10% de la population menstruée qui a de l'endométriose, qui est une maladie qui crée des douleurs de règles importantes. Mais il y a 80% des personnes menstruées, donc là on prend des chiffres beaucoup plus importants, qui vivent un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire un déséquilibre hormonal qui précède les règles, qui peut amener à divers symptômes assez importants, et pour certaines personnes jusqu'à vraiment des choses très désagréables. Et donc avoir aussi conscience que il peut y avoir ces choses qui de façon régulière peuvent affecter la personne, permettre que ce soit encore une fois parlé, permettre de soulager ces moments-là, de façon, encore une fois, toujours de façon à ce que ça puisse être reporté sur d'autres moments, sauf dans le cadre de maladie. Et là, je suis en train de militer, justement, tu parlais de changement de société, je suis en train de militer pour le coup pour que ça puisse être reconnu et soutenu.
par le véhicule de la sécurité sociale. Mais tu vois, d'avoir conscience de ce mouvement, encore une fois. Et moi, je suis intimement persuadée qu'une fois que les femmes se seront réappropriées ça, qu'elles auront élevé aussi leurs enfants avec ça, que les hommes l'auront accepté, en fait, les petits garçons qui auront été élevés dans cette acceptation de la cyclicité vont la reconnaître chez eux aussi, tu vois. Mais ça me parle vachement, tu sais, tout ce que tu dis, parce que ça fait longtemps, j'ai un truc dont je parle souvent ici, ça s'appelle la courbe en queue de cochon, c'est comme ça que je l'ai appelé, et j'ai piqué ça à Ray Dalio, qui est un mec qui écrit pas mal sur la finance, etc., mais aussi sur comment on progresse dans la vie. Et en fait, on a une image de linéarité, c'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, symbolise-moi une progression, il fait un trait comme ça vers le haut. Et moi, je fais ce que j'essaye d'introduire, c'est cette courbe en queue de cochon. C'est-à-dire qu'en fait, on avance souvent puisqu'on fait ça a moins d'efficacité. Alors, on a une décroissance, puis on retrouve de l'énergie, on retrouve des idées, etc. Donc, on va avoir à nouveau de la progression, puis on va avoir un plateau parce que ce qu'on fait va être moins et ainsi de suite. Et en fait, dans ce que tu dis, je retrouve les mêmes phases en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et d'être lucide sur le stade où en sont nos projets nous permet aussi de pas nous en formaliser, tu vois. Ouais. Par exemple, l'entreprise, elle est passée dans le tube, donc dans la période prémenstruelle qui est très critique, dans le moment où ça a été compliqué, où il a fallu licencier tout le monde. Ouais. Et puis après, au lieu d'essayer de repartir à toute berzingue entre guillemets, alors que moi j'avais plus d'énergie et le projet non plus, eh bien j'ai accepté de laisser se poser les choses, tu vois, et de laisser me ressourcer vraiment. Moi j'ai écrit un livre dans cette période-là, donc c'est vraiment un temps où on se recule et où on est tranquille avec ça. Et j'ai écrit un livre dans cette deuxième période-là, et j'ai redémarré l'énergie quand j'ai vu que l'énergie remontait, tu vois. Donc c'est aussi d'être lucide sur c'est pas que, encore une fois, notre cycle personnel, c'est aussi le cycle de nos projets, le cycle de notre vie, tu vois, c'est tout ça est cycle. Moi j'aime bien dire qu'on est un millefeuille de cycle. C'est fractal en fait. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, aujourd'hui, dans les entretiens d'évaluation que je fais avec mes collaborateurs, il y a cette courbe. Et je leur dis à chaque fois, t'es où dans la courbe? Est-ce que t'es plutôt en progression, en plateau, en régression? Est-ce que t'es en réaction, etc. Ça permet d'aborder le sujet. Alors, pas forcément sous l'angle médical, etc., mais au moins d'aborder le sujet. Tu te sens où dans ta carrière et ta progression? Et ça veut dire aussi qu'implicitement, j'accepte qu'ils soient en régression. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un problème. Moi, c'est le long terme qui m'intéresse. Je sais que aucune entreprise, aucune personne, aucun organisme vivant ne progresse en ligne droite. Ça, c'est une vue de l'esprit. On progresse tous comme ça, avec des retours en arrière, etc. C'est pas très scientifique, ce que je dis. Mais voilà, c'est une. Ouais, mais alors, quand tu regardes, tu vois, tu nous parlais de chinois, de vision chinoise tout à l'heure. Quand tu regardes un petit peu toutes les sagesses, on le retrouve absolument partout. On le retrouve dans la nature, encore une fois, quand on la regarde. Donc, c'est drôle d'imaginer qu'on a pensé pouvoir s'exonérer de ça. Et ce qui est fou, c'est à quel point ça crée de la douleur. C'est-à-dire que ce souhait de linéarité, il crée énormément de douleur, de culpabilité chez nous. En tant que manager aussi, on voudrait toujours être la même personne, on voudrait toujours. Et en fait, non, on est différent. Il y a des moments où on va être sympa, et puis des moments où on va être hyper réactif sur quelque chose. Bon, voilà, on est deux personnes différentes. Ta maman dont tu parlais, tu disais, quand elle est dans le canapé, c'est qu'elle est malade. Ouais, parce que son corps, à un moment, lui dit stop. Là, c'est moi qui dis stop. Vaut mieux anticiper. Moi, je suis persuadée de ça aujourd'hui. Et puis encore une fois, sur le burn-out, pour moi, se comprendre comme ça, c'est éviter les burn-out qui coûtent quand même malgré tout très cher aux structures dans lesquelles ça se passe. Et qui posent beaucoup de problèmes. Moi, j'ai été absente pendant 6 mois, un poste de directrice d'agence. Je pense que ça a mis bien le bazar quand même. Donc, c'est clair. J'imagine. Ok, écoute, on arrive à la fin. Moi, j'aime bien terminer par des conseils très concrets. Et pour les gens qui nous écoutent toujours et que donc ça intéresse, voilà maintenant le moment où vous allez pouvoir avoir des conseils directement applicables. Je te propose de nous dire ce que tu conseilles très concrètement aux managers qui souffrent, 2 aux managers qui veulent utiliser le cycle à leur avantage, et 3 aux managers qui managent des femmes. On va terminer là-dessus quand même. Donc, les managers qui souffrent. Yes. Alors, quand tu parles des managers qui souffrent, tu parles des femmes qui souffrent de leur cycle menstruel, j'imagine. C'est ça. Donc, en fait, les managers, les personnes qui souffrent en général, la première chose, c'est de les soutenir à fond pour qu'il y ait un diagnostic, pour qu'elles sachent
pourquoi elle souffre. Il est jamais normal de souffrir de son cycle menstruel. Et donc, avoir un diagnostic, c'est pouvoir agir. Et aujourd'hui, il y a une errance de diagnostic qui est absolument énorme dans notre société. Okay. On parle de 7 à 11 ans d'errance de diagnostic sur les douleurs. Donc, la première chose, c'est vraiment ça, trouver un praticien de santé qui peuvent nous accompagner. Et puis ensuite, c'est aussi de comprendre que la médecine, elle a des limites. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le diagnostic, eh bien, il y a des choses que les médecins vont pouvoir faire avec des médicaments, mais il y a surtout plein de choses qu'on va pouvoir faire par soi-même en comprenant sa maladie, en agissant sur nos modes de vie, le niveau inflammatoire de notre alimentation, de notre vie, nos niveaux de stress, etc. Et donc, prendre conscience qu'on peut aussi agir soi-même pour aller mieux en réalité. Et on est dans cette société où on a un peu l'impression c'est la loterie, tu sais. Il y a celles qui ont gagné, puis celles qui ont perdu. Et aujourd'hui, je suis persuadée du contraire de ça. Moi, j'ai une maladie chronique du cycle qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. On m'avait dit que jamais mon cycle ne serait normal. Okay. Aujourd'hui, j'ai un cycle normal en ayant pris en charge ce que je pouvais prendre en charge. Donc voilà, comprendre ça me semble assez essentiel. Ok. Maintenant, les managers qui voudraient utiliser leur cycle à leur avantage. Bon, alors on en a déjà parlé, mais comprendre que les fluctuations d'humeur et d'énergie, elles sont à notre bénéfice. Elles fonctionnent comme un chef de projet qui nous soutient vraiment en plus. Et donc, d'arrêter de vouloir les masquer déjà, de les reconnaître, peut-être de lire mes livres ou de suivre mes programmes pour les reconnaître encore mieux et d'avoir conscience ça en descriptif du podcast. Merci. Et puis d'avoir conscience que tout ce qui a été étiqueté comme négatif dans la société, que ce soit le repos ou la zone d'audit, en fait, c'est des zones qui sont essentielles pour que ça se passe bien. Donc, c'est comprendre que vraiment ces fonctionnements, ces fluctuations d'humeur et d'énergie, elles sont à notre bénéfice. Ok, super. Et maintenant, les managers qui managent des femmes. Et les managers qui managent des femmes, j'ai envie de vous dire, mais même qui managent des hommes, arrêtez d'attendre la linéarité dans les équipes, vraiment. Permettre de faire varier tout ce qui est possible. Je sais qu'en fonction des métiers, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, limiter notamment le présentéisme à la française, c'est horrible quand on est épuisé. Moi, je me suis retrouvée parfois à jouer à des jeux à la noix pour juste faire passer les heures, en fait, tellement j'étais épuisée que mon cerveau était plus capable de faire passer dormir dans les toilettes. Voilà, et c'est aberrant, on est tellement mieux chez soi, tranquille. Donc, ouais, vraiment. Se donner un vocabulaire commun pour pouvoir parler de ce qu'on est en train de vivre, plutôt que d'espérer qu'on va trouver un vocabulaire, etc. Prendre un temps. Moi, j'en propose un avec la métaphore du surf, mais il peut y en avoir d'autres. Mais se prendre un temps en équipe pour se parler d'un vocabulaire commun des fluctuations d'humeur et d'énergie, de façon à ce que on ait la possibilité de parler ce qu'on vit. Et encore une fois, parler ce qu'on vit sans que ça soit une excuse. C'est essentiel pour moi de le poser là. Et puis, de se souvenir en tant que manager que si nos collaborateurs se ressourcent, ils iront plus loin. Et c'est vraiment une histoire de court terme contre long terme, enfin même de court terme contre moyen terme. C'est-à-dire que oui, il faut se reposer pour mieux redémarrer, c'est évident, c'est vrai pour tout le monde. Donc, ouais, mais c'est pas toujours évident quand on manage, parce que ça crée plein d'insécurité chez nous. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Ok. Écoute Gaël, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Merci infiniment. Je pense vraiment que tu apportes quelque chose d'important au monde, mais aussi au management. Donc je suis absolument ravi qu'on ait pu t'écouter. On mettra en descriptif tout ce qu'il faut pour te contacter et pour avancer sur le sujet. Je te remercie beaucoup. Et avec grand plaisir. Et puis pour les managers qui nous écoutent, si vous voulez faire des ateliers dans vos entreprises respectives, il y a aussi des ambassadrices Kiffe ton cycle qui portent le message que je viens de porter aujourd'hui un petit peu partout sur le territoire francophone. Et ça peut être aussi intéressant parfois de se faire une petite pause en équipe pour être en capacité d'entendre comment, et d'aller un peu plus loin encore que ce que j'ai présenté là, comment ça peut être profondément au service des humains. Génial. Salut.